Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, papa. Nous sommes là cet après-midi de parler un peu de la Côte d'Ivoire, notre pays. Mais avant de vous dire un mot, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Jean Blaison. Je suis écrivain. Je suis prophète de Dieu. Je suis penseur en même temps. Et je suis ivoirien. Et la Côte d'Ivoire, notre pays, nous abandonne quand on regarde. Oh, vous qui êtes là, chacun de nous a un village. Chacun de nous tous a un village. Je suis né le 15 juillet 1932 et je suis là avec vous. Et je serai là encore avec vous pour me battre pour la Côte d'Ivoire. Celui qui aime son pays, si je suis là avec vous, c'est pour vous dire que la Côte d'Ivoire a mal. Maman, il faut les laisser partir, c'est pas grave. Et j'ai fait les travaux forcés de 43 à 47. Ce qui ne m'a pas permis réellement de fréquenter l'école. J'ai été à l'école, j'avais 17 ans, à l'école primaire, à Bouaké, au camp militaire. Donc, dans cette école-là, je n'ai pas pu continuer parce qu'après C2, j'avais déjà 20 ans. Alors, à 20 ans, c'est 21 ans à l'époque, c'est la majorité, à 21 ans. Donc, ils étaient obligés de me mettre à la porte. Malgré que j'ai changé mon extrait de naissance et tout, mais ma taille ne trompe personne. Combien de fois tu as changé? Et au moins, si j'étais au cours moyen à 21 ans, j'allais continuer. Mais au C2, quand je vais aller au cours moyen 1 et puis aller au cours moyen 2, on dit non, pour toi c'est fini. J'ai dit bon, d'accord. Mais Dieu m'a permis quand même de voir sa gloire. Dieu m'a permis de voir sa gloire. Parce que à Abidjan, je me suis forcé jusqu'à être quelqu'un. J'étais le premier déclarant en douane de la CIE actuelle. Avant, c'était Mobileuil. La CIE, c'était Mobileuil. J'ai reçu les premiers bateaux qui ont livré le pétrole. Les citernes qui sont à Abidjan, les premières citernes sont construites devant moi, à Vridi. Et je travaillais en tant que déclarant en douane. En 1959, on m'a affecté à Bobo-Dioulasso comme adjoint au directeur de Bobo-Dioulasso. J'ai fait 1 an là-bas, avant de revenir. Je reviens dans les environs de novembre-décembre 59, et l'indépendance est arrivée. On était tous contents. Le pays a été bien à cette époque. C'est les garçons qui nettoyaient la ville d'Abidjan. Ce n'est pas les femmes, c'est les garçons. Donc, ils font ce travail, ils sont bien payés par Ofoué. Ce n'est pas, comment dirais-je, les entrepreneurs, sous-traitance, machin, non.
c'est l'État qui payait les hommes. Et aujourd'hui, notre pays, au fouet, nous a mis, je dirais même, le beurre dans la bouche. Après, on est devenu pantouflard. On n'a pas pensé qu'un jour, on peut bouger. Mais celui qui a vu, qui a été pourchassé par lion, et qui est encore là, si le lion là revient, tu dois prévenir tes enfants, tu dois prévenir tes frères. Comment le lion agit. C'est pourquoi je suis là avec vous. Donc, sous la présidence des quatre présidents passés, l'Ivoirien n'a pas de problème avec les étrangers. Et même aujourd'hui, on n'a pas de problème avec les étrangers. Et on n'aura pas de problème avec les étrangers. Mais, quelque chose s'est passé. Si je vous ai distribué ces feuilles-là, si vous prenez troisième feuille, troisième page, dans troisième page, il y a quelque chose que j'ai souligné. Elle n'en a pas eu. Non, il n'y en a pas assez. La troisième page, il y a quelque chose qui est écrit. Qu'est-ce que vous lisez? Qui peut lire ça en haute voix? Va lire. Alors, troisième page au paragraphe 2. Hein. Oui. Voyant que même dans son camp, les déçus se comptent de plus en plus, il lui faut distribuer à grande échelle la nationalité ivoirienne, comme le recommandent ses maîtres du FMI, Banque mondiale, pour non seulement garder le pouvoir, mais pour faire disparaître les Ivoiriens progressivement. Ceci afin d'aboutir à une nation ouest-africaine soumise et travaillant pour les Illuminati lucifériens. Voilà. C'est le plan secret en cours, chers amis. Voilà. On reste là. Je ne suis pas... Parce que ceux qui sont venus, ils ont été envoyés. Ils ont été envoyés pour... Vous avez bien compris. Mais aujourd'hui, on n'y peut rien faire. Mais il faut trouver une solution parce que nous sommes tous des penseurs. Nous avons les têtes. On a été à l'école. Moi, je n'ai pas été à l'école. J'ai fait 4 ans de cours primaires. Et 4 ans de cours primaires, je suis autodidacte, je suis écrivain, je suis à mon 15e bouquin. Comme ça, vous tournez. Amen. Je suis à mon 15e bouquin. Et j'ai au moins une quinzaine de livres qui sont corrigés, qui ne sont pas sortis encore. Parce que Dieu m'a permis de faire ce travail. Je dors 2 heures par nuit pour travailler. J'ai pris mon Dieu, je continue à travailler jusqu'à le matin. Je vais me coucher à 6 heures. À 9 heures, je me réveille. Je me lave, je prends mon petit déjeuner. Comme je suis retraité, je ne fais rien d'autre. Mais le pays de la Côte d'Ivoire est en danger. Mais nous n'avons pas dit, et nous ne dirons jamais, que nous allons chasser quelqu'un. Parce que ce n'est pas eux qui sont venus, ceux qui sont là aujourd'hui. Ceux qui sont contre nous ne sont pas dans notre pays. Or, il y a des lois. Les lois internationales. Ces lois internationales peuvent nous permettre de les affronter. Voilà pourquoi j'ai décidé avec
beaucoup d'hommes aux États-Unis, ici en France, à Bordeaux. Il y a quelqu'un qui va venir tout à l'heure pour vous faire le déblayage complet, pour que vous puissiez comprendre ce que nous voulons. Donc, si nous sommes là, c'est que j'ai fait un constat sur la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le constat n'est pas prendre les armes contre quelqu'un. Le constat n'est pas de chasser quelqu'un. On n'est pas là pour chasser quelqu'un. On n'est pas là pour prendre les armes contre quelqu'un. On est là pour travailler avec tout le monde. Que ceux qui ne veulent pas travailler avec nous, qu'ils sachent qu'ils n'ont qu'à nous appeler, nous allons travailler tous ensemble pour la construction de notre pays. Parce qu'une seule tête ne peut pas travailler. Une seule tête ne travaille jamais. Quelle que soit ton intelligence, quel que soit tes diplômes, quel que soit quelque chose de savant, tu as besoin toujours derrière toi quelqu'un, parce que tu vas arriver à t'embrouiller et quelqu'un viendra te siffler à l'oreille pour que tu puisses continuer. Et le constat que j'ai fait, il est amer. Le constat est amer, mais il faut que les Ivoiriens, nous-mêmes, si on dit on va tuer quelqu'un, on va aller tuer quelqu'un, on va aller faire ceci, on peut avoir peur. Mais on dit nous allons passer par les lois internationales pour prendre le pays. Parce que ces lois-là, ce n'est pas nous qui l'avons écrit, c'est eux-mêmes. Ils ont écrit. Et ces lois, nous allons les appliquer à leur encontre pour que nous puissions revoir notre pays. Donc, à cet effet, je voudrais vous dire que nous allons lutter pacifiquement avec la parole. La parole, Dieu dit dans la Bible, la parole, c'est l'épée, c'est une arme. La parole qu'on parle là, c'est une arme qui détruit. Et cette parole, nous pouvons, parce que Dieu a pris notre pays. Le pays de la Côte d'Ivoire, c'est deuxième Jérusalem. Donc, Dieu nous a envoyé la parole. Il nous a donné cette parole. Et il est avec nous. Mais, s'il est avec nous, je vous donne par exemple Chronique 20. Josaphat, lorsque 3 nations sont venues contre son pays, il a tremblé. Il ne sait pas quoi faire. Il est allé consulter Dieu. Et Dieu a dit quoi? Il dit, va t'asseoir. Moi, je vais combattre à ta place. Je vais combattre à ta place. Lorsque Josaphat partait pour combattre, il a pris toute son armée. Mais ils sont paix contre 3 nations. Lorsqu'ils arrivaient, les 3 nations en train de se battre entre eux jusqu'à... Ils se sont exterminés entre eux. Voilà la parole, ce qu'il fait. Donc aujourd'hui, moi j'invite tous les Ivoiriens, c'est la première réunion qu'on fait, de prendre courage. Tous les Ivoiriennes et Ivoiriens,
de la diaspora en France a participé massivement au processus que nous allons mettre en route devant vous tout à l'heure, qui est en cours d'ailleurs. La personne qui arrive, c'est lui qui va vous dévoiler ça. C'est cette personne qui va vous dévoiler. Parce que c'est lui qui a tous les documents. Moi, le document que j'ai, c'est ça que j'ai distribué. Vous les avez. Lisez-les attentivement. Notre but aujourd'hui, peut-être on nous a envoyé tellement chez les marabouts pour parler de notre pays, on a des problèmes. Mais les marabouts ne peuvent rien. Les marabouts ne sont pas Dieu. Nous voulons parler. Moi, j'invite les Ivoiriens. Ça, c'est la première réunion. Vous qui êtes là, si vous sortez d'ici, motivez les Ivoiriens. Je vous en prie. On est dans le mois d'avril, on est 11 avril. Avant les vacances, il y aura une réunion. Que la salle là soit bondée pour que nous puissions faire un travail qui va surprendre même ceux qui veulent qu'on nous enlève sur nos terres. Ceux qui veulent qu'on nous enlève sur nos terres là, ils ne sont pas à Abidjan. C'est où nous tenons la réunion ici. Ils sont aux États-Unis, ils sont en Angleterre, ils sont en Allemagne. Oh. Soyez bénis. Docteur, asseyez-vous. Bonsoir. Asseyez-vous. Donc, comment? Non, ça, c'est bon. C'est bon. Donc, le but que nous poursuivons, c'est pour reprendre tous les villages. Comme j'ai dit tout à l'heure, nos villages ne sont pas à Abidjan. Nos villages ne sont pas à Bouaké. Nos villages ne sont pas à Daloa. Mais c'est ce village-là qui va nous aider. C'est ce village-là qui va nous aider à faire quelque chose d'extraordinaire. C'est pourquoi je vous invite, avant les grandes vacances, au mois de juin, on va tenir une réunion. Celui qui veut son pays, il n'a qu'à me trouver. Il n'a qu'à suivre. On va faire quelque chose d'extraordinaire dans peu de temps. Dans peu de temps. Je dis bien dans peu de temps. Si nous sommes debout ici en Europe, on a marché par milliers pour que le président Gbagbo soit libéré. Maintenant, il faut, parce que quand on marche là, les Blancs, ils nous insultent, ils rigolent. Parce qu'ils ont les plans. Ils ont les plans. Et ce n'est pas en marchant que les plans vont être arrêtés. C'est ce que nous allons faire dans la salle entre nous ici. C'est ça qui peut arrêter les plans. Parce qu'on va utiliser les lois. Et ce que nous faisons aujourd'hui est égal. Ce n'est pas contraire à la loi internationale. Ce qu'on est en train de faire là, à la petite réunion qui est là, ce n'est pas un truc qui est contraire à la loi internationale. Et c'est ces lois internationales que nous allons utiliser pour pouvoir mettre les gens dans la poche. On n'a pas dit on va se lever contre quelqu'un, on n'a pas dit qu'on va prendre des machettes. Ivoirien n'a jamais pris machette. Ivoirien n'a jamais tué quelqu'un.
Et l'Ivoirien ne veut pas tuer quelqu'un. Ça a été dans notre gène. On est né comme ça. Tu vas crier, 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 crier. Tu ne vas pas tuer quelqu'un. Ça, c'est pas le problème de l'Ivoirien. Donc, je vous remercie d'être là. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bonjour maman Reine Pélagie. Je t'ai dit merci, puis je suis content de te voir. J'ai écouté Reine Pélagie entre New York et Washington. Je suis parti pour prendre mon vol et l'Ivoirien qui m'avait dans la voiture m'a fait découvrir la musique ivoirienne. Donc on a commencé par Daplestone et après on est tombé sur une chanson Béandé. Ah oui. Et là du coup je me suis arrêté, j'ai dit attends c'est quoi cette belle chanson? Et après on m'a dit c'est Reine Pélagie. Je pense que c'est là que Pascal Kokora, l'ambassadeur, m'a parlé de vous exactement. Et parce que la Côte d'Ivoire, voyez-vous, c'est un peu comme ce qu'on appelle une famille. Vous savez, une famille, il n'y a pas un enfant. Vous pouvez être père et mère, avoir 2 enfants, et les 2 enfants ne grandissent pas dans la même famille. Pourquoi? Parce que si je me marie à 25 ans, ma femme a 23 ans, on fait notre enfant et on vit dans un appartement. On est au début de notre carrière. 5 ans plus tard, ma carrière est posée, on a changé d'appartement, on vit dans une belle maison avec un jardin et piscine. Les 2 enfants ne vont pas grandir dans les mêmes conditions parce qu'on n'a pas la même santé financière, on n'a pas la même expérience parce qu'entre-temps, les parents vont gagner en expérience. Donc vous pouvez avoir 2 enfants qui naissent de la même famille et qui naissent du même père et de même mère, mais qui n'ont pas la même famille. Et la Côte d'Ivoire, c'est comme ça. La Côte d'Ivoire de Reine Pélagie, la Côte d'Ivoire de Daplestone, de Baïs Pinto, de François Mbouga, ce n'est pas la même Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire du coupé-décalé. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, c'est cette Côte d'Ivoire-là qu'il faut rappeler aux jeunes gens. Côte d'Ivoire que vous avez grandi, dans laquelle vous avez été. Et donc, moi, en septembre, je suis d'origine étrangère, je ne suis pas ivoirien. Et donc, en septembre, je m'intéresse à Laurent Gbagbo depuis 2023, ce qui m'a amené à m'intéresser à la Côte d'Ivoire. Et comme Laurent Gbagbo était BT, naturellement, j'ai commencé à lire les BT pour mieux comprendre. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Le peuple BT, c'est l'un des peuples les plus démocratiques en Afrique. Les Krou, la société Krou au monde, pratique ce qu'on appelle la démocratie semi-directe. Et quand la France a colonisé l'Afrique, les Africains ont oublié ça. Ils ont oublié que la démocratie semi-directe existe chez les Krou. Et on est allé prendre tous les défauts de la France, qui est un pays antidémocratique à la base. Et ce que Pascal Kokora m'a demandé de faire, c'est de vous rappeler que nous avons les bases de la modernité politique en Côte d'Ivoire. Donc mon rôle de travail de concepteur opérationnel, puisque j'ai fait de la conception opérationnelle puis de la planification opérationnelle, c'était de revenir à Côte d'Ivoire, voir qu'est-ce que les Ivoiriens ont, qu'on peut actualiser pour en faire la Côte d'Ivoire nouvelle et moderne. Et de là, j'ai étudié ce qu'on appelle l'environnement opérationnel, c'est-à-dire j'ai étudié la Côte d'Ivoire, les acteurs, les facteurs, et j'ai étudié le rapport entre la Côte d'Ivoire et la France. La constitution de Côte d'Ivoire que vous avez, c'est une constitution qui a été calquée sur la France depuis 1958. Donc la constitution du 4 août 1958. Mais ce qu'on ne s'est jamais posé, là où on a fait une erreur, nous tous, pas seulement les Ivoiriens, tous les Africains qui ont été colonisés par la France, on ne s'est jamais posé la question de la légitimité de la Constitution française. J'ai dit bien la légitimité de la Constitution française du 4 octobre 1958. C'est l'une des constitutions les plus antidémocratiques et les plus illégitimes de toute l'histoire de la démocratie. Pourquoi? Parce que le général de Gaulle, le 4 juin 1958, il prend une loi constitutionnelle décidant qu'un membre du gouvernement, dont Michel Debré et lui-même, vont écrire une constitution pour mettre fin à la 4e République. C'est le général de Gaulle qui décide. Mais il décide au nom de quel pouvoir, au nom de quelle légitimité? Ça n'existe pas. Il le fait juste parce qu'il est président de la République. Or, si vous voulez, vous allez vous déplacer pour aller vers la constitution du 27 octobre 1946. 27 octobre 1946 en France. Le peuple français a élu ce qu'on appelle une assemblée citoyenne, une assemblée constituante. Ensuite, l'assemblée constituante a fait un projet de texte. C'est ce qu'on appelle une assemblée constituante limitée. Donc, les gens qui ont été élus par le peuple français, eux, ils font un texte et le texte est ensuite soumis au peuple français pour adoption, ce qui a donné l'adoption de la Constitution de la 4e République le 27 octobre 1946. C'est que le général de Gaulle n'a pas fait. C'est-à-dire que le peuple français n'a même pas élu d'assemblée constituante, même pas.
Et c'est ce que Houphouët-Boigny a fait en Côte d'Ivoire. C'est ce que Senghor a fait en Côte d'Ivoire. Au Sénégal. C'est ce que tous les pays qui ont été colonisés ont fait. Et du coup, excusez-moi l'expression, ils se sont tous comportés comme des nègres de maison. Et nous, on devait à un moment donné s'arrêter là. Pour moi qui ai grandi dans la culture française, pour moi, ce n'est pas normal. Je sais que le général de Gaulle est illégitime. Mais pour quelqu'un qui grandit dans un pays comme le Sénégal, comme il a été colonisé, pour lui, ce qui se passe en France, c'est ça qui est normal. Et c'est ça qui est bon. Et c'est que moi, je suis en train de dire, même en tant que Français, il faut contester la Constitution française telle qu'elle est aujourd'hui. Et par ricochet, si on doit revenir pour changer quelque chose en Côte d'Ivoire, il faut contester la Constitution ivoirienne telle qu'elle est. Pourquoi? Pour deux raisons. Mesdames et messieurs, c'est très important ce que Pascal Kokora m'a demandé, l'ambassadeur Pascal Kokora m'a demandé de faire. Et mon but à moi, c'est de vous expliquer ça d'un point de vue intellectuel. C'est très important de pouvoir le comprendre. Parce que si on gagne la bataille intellectuelle, on va gagner toutes les batailles après. C'est la salle 7, la salle 7. C'est très important. Alors, Voilà, la salle numéro 7. vous allez voir une chose importante. Après, on reviendra sur comment on appelle le peuple Kourou, le peuple Lobi, et ce que les Akans peuvent nous donner, et ce que les autres peuples de Côte d'Ivoire vont nous donner. Moi, je lis tous les peuples de Côte d'Ivoire. Donc, on va prendre dans chaque peuple pour faire la Côte d'Ivoire nouvelle. Mais ça passe par la loi fondamentale. Dans la nouvelle, dans la constitution actuelle de Côte d'Ivoire, le peuple est exclu. Le peuple n'a pas le droit d'être à l'intérieur. Aujourd'hui, dans le projet que l'ambassadeur Pascal Kokora m'a demandé de faire, en termes de conceptualisation opérationnelle, en termes de planification opérationnelle, il s'agit de dire aux Ivoiriens, la constitution actuelle de Côte d'Ivoire, c'est une constitution qui fait de vous un pays vassal de la France. Et il s'agit de rappeler aux Ivoiriens qu'en tant qu'Ivoiriens, en tant qu'Africains, un pays comme la Côte d'Ivoire, qui se trouve à 5000 km de la France, ne peut pas avoir la même constitution que la France, alors que l'Italie et la France, qui sont voisins, n'ont pas la même constitution. Il y a deux pays en Europe qui ont la même constitution que la France. C'est la Russie et l'Ukraine. Vous regardez, il n'y a aucun pays qui a la même constitution que la France. Donc il est important pour nous de rompre avec le modèle français. Le modèle politique français, il faut rompre avec définitivement. Mais ça se fait comment? Ça se fait à ce qu'il ne faut pas le faire avec la guerre. Il ne faut pas faire comme Guillaume Soro. Il ne faut pas faire de coup d'État militaire. Et il faut prendre en compte un paramètre qui est fondamentalement important, c'est le respect de la vie humaine. Moi, j'ai été étonné qu'en Côte d'Ivoire, après le braquage électoral du petit voyou qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens aient lancé les Ivoiriens dans la rue. C'est un crime. Tous ceux qui ont appelé les Ivoiriens à descendre dans la rue, ce sont des criminels. Pourquoi? Parce que quand vous faites l'économie politique des crises, jamais on ne combat un régime totalitaire de l'intérieur. On a toujours combattu un régime totalitaire de l'extérieur. C'est la première variable que j'ai mise sur la table en disant aux Ivoiriens, ce sont les Ivoiriens de la diaspora, comme les Cubains l'ont fait aux États-Unis, comme les Roumains l'ont fait, comme les Iraniens l'ont fait. Je rappelle que la révolution iranienne est partie des Yvelines ici. Oui, c'est parti d'ici, oui. Ouais, c'est parti. Voilà, merci beaucoup, doyen. C'est devant moi ici. Et on a des Ivoiriens de la diaspora qui dorment tranquilles, pendant que leurs frères qui vivent dans la pauvreté, ils leur demandent, eux, de mourir pour qu'eux, ils viennent passer les vacances en Côte d'Ivoire. Je dis non. Voilà le sens, voilà le travail pour lequel Pascal Kokora m'a demandé de travailler. C'est de vous apporter toutes ces variables, toutes ces constantes qui montrent effectivement que nous avons le droit pour libérer la Côte d'Ivoire de partie de la diaspora. Ça, c'est très important de pouvoir le comprendre. Et donc, ce que je vous demande, c'est au niveau de la diaspora, qu'on voit effectivement au niveau de cette diaspora, comment vous allez vous mobiliser pour qu'on puisse faire le truc. Et cela, pour ne pas faire un coup d'État militaire, et comme nous allons renoncer au coup d'État militaire définitivement, à partir de la Côte d'Ivoire, nous allons rappeler à tous les Africains que quel que soit ce que ton pays est, on ne prend jamais les armes contre son pays. Même si parce que ton pays et le régime qui dirige ton pays, ce n'est pas la même chose. C'est là où je rappelle toujours aux Ivoiriens, je rappelle toujours aux Africains, ne prenez jamais les armes contre votre pays. Il y a toujours d'autres alternatives, d'autres recours pour agir. Et c'est cette voie qui ne passe pas par des coups d'État militaires et qui fait que nous ne mettons pas nos frères en danger, c'est cette voie-là que nous allons emprunter. Alors, pour le faire, c'est quoi? Alors, moi, quand je discute avec l'ambassadeur Kokora, dont je suis le conseil, je lui dis, premièrement, il faut interroger la constitution ivoirienne. Deuxièmement, il faut interroger les peuples de Côte d'Ivoire. Il se trouve qu'il y a des peuples de Côte d'Ivoire qui ont déjà pratiqué la démocratie, parce que les gens pensent, contrairement à ce que les gens disent, que la démocratie est une invention occidentale. C'est faux.
La démocratie est une expérience politique de tous les peuples du monde. Moi, je préparais mon diplôme sur la démocratie, donc j'en sais quelque chose. Les Amérindiens étaient des démocrates. Les Krous pratiquent la démocratie semi-directe. Les lobbies de Côte d'Ivoire sont le peuple le plus démocratique parce qu'ils n'ont même pas de chef. C'est ça la beauté, en fait. Donc, la première des choses que nous allons faire, c'est de dire, nous allons repenser une constitution dans laquelle le peuple ivoirien est le décideur. C'est tout. Et non plus que ce soit un individu qui décide pour tout le monde, mais que tout le monde décide ensemble. Cela passe par quoi? Les citoyens ivoiriens. Cela passe par le village. Il faut réenchanter le village. Je rappelle que la commune, c'est une invention française. Mais le village, c'est une invention africaine. Et nous, on vient chez nous, on laisse tomber le village et on reprend la commune. Alors qu'on peut réenchanter le village en rattachant chaque Ivoirien au village. Même les Ivoiriens qui sont naturalisés, les Ivoiriens sont un bon peuple dans le fond. Vous pouvez les rattacher dans les villages. Maman Reine Pélagie qui est là, elle a chanté en baoulé, pourtant moi je viens d'être étonné qu'elle est bêtée. Oui, donc, exactement. Ça veut dire qu'on peut... Amadou Kone qui a écrit Le respect des morts, il est né à Bobo-Dioulasso. Pourtant c'est un écrivain ivoirien, il est considéré comme l'un des plus beaux écrivains ivoiriens qui soit. Il faut repenser une nouvelle constitution. Mais la question c'est comment? Est-ce que repenser une nouvelle constitution, est-ce que c'est légal? C'est là la question. Ici, il va se poser deux questions. La question de la légitimité et la question de la légalité. C'est très important de le comprendre. Donc il faut qu'on explique à nos frères et à nos sœurs, à nos mamans de Côte d'Ivoire, que ce que nous faisons, ce n'est pas illégal. C'est même légitime. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la démocratie. Et dans une démocratie, c'est la volonté du peuple qui doit être la source du pouvoir. C'est pourquoi on dit que la démocratie est un régime autonome. Comme c'est la volonté du peuple qui doit être la source du pouvoir, il y a quelque chose qui revient au peuple et qui ne peut revenir à personne, c'est ce qu'on appelle le pouvoir constituant originaire. Le pouvoir constituant originaire, c'est le pouvoir d'écrire une constitution. Et dans le moment espèce, les Ivoiriens peuvent se dire, nous allons, parce que la constitution actuelle de Côte d'Ivoire dit que la Côte d'Ivoire est une république démocratique, nous constatons qu'on arrive au bout d'un système consacré par cette constitution calquée sur le modèle français et que nous voulons rompre avec les habitudes politiques françaises pour pratiquer des habitudes politiques ivoiriennes. Et donc, pour cela, il faut rompre avec la constitution actuelle, et pour cela, il faut repenser le pays autrement. Et pour cela, le peuple de Côte d'Ivoire doit reprendre ce qu'on appelle le pouvoir constituant originaire qui ne peut revenir ni au président de la République, ni aux députés, ni à qui que ce soit. Ça ne revient qu'au peuple de Côte d'Ivoire, le pouvoir constituant originaire. Tous les gens qui ont fait du droit le savent. Tous ceux qui ont fait du droit le savent. Alors, maintenant, quand vous récupérez le pouvoir constituant, il faut écrire une constitution. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Pascal Kokora, dans son intelligence, il a eu une idée. Il a dit, on va faire ce qu'on appelle un référendum par consultation. Voilà. Et c'est... Comment? Il dit amen. Et c'est là que moi j'entre en jeu. Et le truc qui est intéressant, c'est que Dieu a voulu, dans ce travail, que je ne sois pas ivoirien. Donc on ne va pas me dire, ah, il est bêté, il est baoulé et tout ça. Ça, c'est vraiment la chose que je puis comprendre comme étant un indicateur de Dieu. Donc Pascal Kokora qui me contacte, et du coup, je suis citoyen français. Donc du coup, ça change. On ne peut pas dire que je suis contre la France, puisque je n'ai pas d'autre nationalité que la nationalité française. Et donc, ça veut dire que le référendum par consultation, c'est quoi? Ça, c'est une logistique. Parce que quand vous allez en guerre, quand vous avez un adversaire, ce n'est pas la stratégie qui compte, hein, c'est la logistique que vous avez. Donc, notre logistique ici, c'est de faire ce qu'on appelle le référendum par consultation. C'est quoi le référendum par consultation? C'est-à-dire qu'on va discuter avec chaque Ivoirien. On va demander aux associations de parler avec les Ivoiriens qui disent ce qu'ils veulent pour la Côte d'Ivoire de demain. Et quand ils ont fait ça, ça remonte jusqu'à nous, et nous, on forme un texte. Ensuite, on soumet ça aux différentes associations qui nous rejoignent, qui le soumettent ensuite à leurs associés. Et puis, ils vont faire des amendements qui nous remettent, et ensuite, on va demander que cette constitution soit promulguée. Mais qui va le promulguer? La question est là. Mais c'est une bonne question, je vais répondre à ça tout à l'heure en faisant une petite digression. Tout à l'heure, je vous ai dit que ce que nous faisons est légitime, en raison de ce que, dans une démocratie, le pouvoir constituant originaire revient de droit et de dignité au peuple. Aucun homme ne peut le prendre. Donc aujourd'hui, les Ivoiriens doivent juste activer cette légitimité-là et l'opposer au régime voyou qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, qui joue sur la légalité au mépris de la légitimité. Et donc il est temps que la légitimité ait de droit
plutôt que la légalité tripatouillante et menteuse. Parce que ce que vous ne savez pas, permettez-moi une petite digression, c'est que Ouattara, moi je suis convaincu de ça, je n'ai pas les preuves matérielles, mais j'en suis convaincu profondément. Profondément. Le décret pour mettre son frère à la tête de la Côte d'Ivoire est déjà pris. C'est déjà là. C'est vous. Et donc, je vous demande, quand vous allez aller voir vos frères, si nous laissons Ouattara placer son petit frère, ce n'est pas seulement une défaite pour vous les Ivoiriens, c'est une défaite pour toute la race noire. Parce que c'est de là. En 2026, on ne peut pas permettre que le pouvoir passe de petit frère de grand frère à petit frère. Ça n'a pas de sens. Donc même quand on n'est même pas Ivoirien, on est obligé de se solidariser des Ivoiriens. Mais comment il va le faire ? Il va se servir de la Constitution. C'est pourquoi vous aussi, vous allez vous servir des différentes logistiques que nous avons. On a quoi ? On a la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 18, article 19, qui nous permet d'agir en toute légalité, sans avoir besoin, malheureusement, on n'a pas de projecteur, sinon je vous aurais projeté tous ces articles-là. L'article 18 et l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 vous autorisent en tant qu'Ivoirien à décider publiquement, parce que c'est marqué dans l'article, vous pouvez prendre note et vous allez vérifier, publiquement de promouvoir une philosophie qui vous arrange. Et cette philosophie a été donnée par le doyen Blaison. Qu'est-ce que le doyen Blaison a dit ? Il a dit les Ivoiriens dans la locomotive, les politiques dans les wagons. C'est la philosophie qui entend le mouvement. Et Pascal Kokora, lorsqu'on a commencé, parce qu'on a commencé le projet avec le doyen Jean Blaison, quand on a commencé le projet avec lui, avec Pascal Kokora, c'est quand même... moi, il m'a reçu sur lui, j'étais à Washington avec lui. C'est l'homme le plus bon que j'ai rencontré. C'est un homme absolument magnifique. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui ne pense... Il a dit, quand il a dit qu'il va partir de l'idée... comment on appelle ? De l'idée du doyen Jean Blaison, les Ivoiriens dans la locomotive, les partis politiques dans les wagons. Parce que désormais, il veut faire du citoyen ivoirien un citoyen politique qui peut décider et qui peut même renvoyer, révoquer son élu. Et Pascal Kokora a dit d'expliquer aux Ivoiriens que si vous avez élu votre député et qu'il ne fait pas le boulot, qu'il y ait de nouvelles règles dans la Constitution qui permettent à un Ivoirien, quel qu'il soit, même s'il vit à tout le pleu, de déclencher un mécanisme pour révoquer le député parce qu'il ne fait pas le boulot du peuple. Bien sûr. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de révocation de l'élu que la Commune de Paris avait voulu et que la 4e République a supprimé. Il faut le récupérer. Pourquoi ? Parce que dans l'arbre à palabre en Afrique, quand on se retrouvait devant l'arbre à palabre en Afrique, tout le monde parlait. Donc c'est un accord avec nos propres valeurs. Moi, je peux prendre la parole, même devant le chef, et dire que je ne suis pas content. Et parler sous l'arbre à palabre. Donc, le pouvoir de révocation de l'élu, on doit le donner aux citoyens ivoiriens. Et ça, c'est très important là-dedans. Mais avant toute chose, chers amis, mesdames et messieurs, ce qui se joue aujourd'hui, ce n'est pas seulement la place de la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire en tant que pays pionnier qui va nous ouvrir à une modernité politique sur le continent. Et la philosophie des Blaison, cette philosophie-là, elle va contaminer tout le continent, à savoir... Désormais, sur le continent africain, les citoyens d'abord, les politiques après. Et ça va changer. Ça va changer notre rapport à la politique, notre rapport à la vie, ça va changer notre rapport à la transparence. Pourquoi le président de la République peut toucher 340 milliards de budget et puis aucun Ivoirien ne peut savoir pourquoi et comment il fait ça avec l'argent ? Au nom de quoi Alassane Ouattara peut se taper 340 milliards de vidéos de souveraineté et vous ne savez pas ce qu'il fait de l'argent. Mais, mesdames et messieurs, revenons à comment Ouattara va placer son petit frère. Prenez l'article 77 de la Constitution ivoirienne. C'est dommage que je n'ai pas le projecteur, mais dans l'acte... Ouais, c'est vrai. C'est pas grave, c'est pas grave. Exactement. Alors, l'article 77 de la Constitution ivoirienne prévoit que le président de la République peut, par décret, choisir soit le Premier ministre, soit un membre du gouvernement, parce que dans la Constitution, membre, il n'y a pas S, qu'il peut nommer par intérim pour assurer en cas de vacance du pouvoir. Alors que l'article 62 de la Constitution de 2016, cet article 62 disait qu'en cas de vacance du pouvoir ou d'empêchement du chef de l'État, tenez-vous bien, le vice-président de la République devient de plein droit. Ça, c'est la Constitution de 2016. Vous prenez les modifications de juillet 2023, de plein droit a été supprimé. Ça n'existe plus dans l'article 62. Entre l'article 62 de 2016 et l'article 62 nouveau, ils ont supprimé de plein droit. Parce que s'il y a de plein droit dans l'article 62, le décret
le décret de l'article 77 qui permet de placer un membre du gouvernement est en contradiction. Donc, en supprimant de plein droit, le décret ici peut marcher. Et c'est comme ça que Ouattara, qui vient de prendre un décret le 4 octobre, dont j'en ai parlé dans un de mes lives, le 4 mars dernier, le 5 mars, il a pris un décret où il fait de son petit frère l'adjoint du Premier ministre. Et comme par décret, il peut nommer un membre du gouvernement, en faisant de son petit frère l'adjoint du Premier ministre, ben, automatiquement, il fait en sorte que son petit frère soit le futur président de la République. Et moi, je reste convaincu que déjà, le décret pour nommer son petit frère comme Premier ministre, président par intérim est déjà pris. C'est une question de temps. Et donc, cette mobilisation que nous devons faire, que vous devez faire avec nous, sur laquelle vous devez vous pencher, et ça, je le demande, et je l'ai dit aux Ivoiriens des États-Unis, je pense que tous étaient d'accord avec nous, il faut qu'on arrive à convaincre les Ivoiriens de cette nécessité-là. Et donc, ce que nous faisons, c'est non seulement un accord, parce que l'article 20 de la Constitution ivoirienne donne la liberté de penser, la liberté de définir une philosophie et de la suivre. Ça nous donne la légitimité de faire. L'article 50 et 51 disent que le peuple ivoirien est le peuple souverain et qu'aucune portion du peuple ne peut s'en attribuer la souveraineté. Donc, ni Alassane Ouattara ne peut exercer la souveraineté à la place du peuple ivoirien. C'est pas possible. C'est la Constitution ivoirienne qui le dit, l'article 50 et l'article 51. Donc, ce que je demande, j'espère que les Ivoiriens vont avoir de l'audace. Maman Reine Pélagie, j'espère à tous les moments. C'est pour ça qu'on a voulu, pour une fois, que nos mamans nous accompagnent dans ce projet-là, parce qu'on espère ne pas laisser Dramane Ouattara faire ce qu'il a envie de faire de la Côte d'Ivoire. C'est tout ce qu'il faut faire aujourd'hui. Donc, pour ne pas aller vers un coup d'État militaire, nous avons proposé aux Ivoiriens de passer par ce qu'on appelle le référendum, le référendum par consultation et proposer, dans un premier temps, d'ici la fin du mois d'avril, un premier texte et le 30 juin, d'ici la fin du mois de mai, proposer un premier texte, le 30 juin, proposer quelque chose de différent. Et ce que moi je voudrais proposer aux Ivoiriens, nous avons notre doyen ici qui s'appelle Jean Blaison. Il a 95 ans. Il a fait le travail forcé. Il est l'aîné de tous. Si nous voulons changer la philosophie, les Ivoiriens d'abord, les politiques ensuite, nous pouvons choisir un citoyen que nous voulons pour promulguer la Constitution à notre place, à la place du président de la République. C'est là que ça va être absolument révolutionnaire, les amis. Parce que les gens pensent que la Révolution française, c'était contre un ordre. Le pouvoir constituant originaire, il vient détruire un ordre établi pour remettre en place un nouvel ordre. C'est le but du pouvoir constituant. Si vous voyez, après la Révolution française, on a adopté la Constitution de 1791 parce qu'on a créé un nouvel ordre qu'on appelle la République. Donc le pouvoir constituant originaire qui appartient au peuple, c'est lui qui consacre ce qu'on appelle les révolutions, il permet l'avènement de ce qu'on appelle un nouvel ordre. Et donc moi, le 30 juin, quand on aura fini, parce que les Ivoiriens parlent, moi j'aurais souhaité que la Constitution actuelle, de faire comme la France, et se comporter toujours comme des singes. Oui, la Constitution de 2000, la Constitution de 2016, la Constitution de 1960, comme la France dit, la Constitution de 58, la Constitution de 46, il faut rompre avec ça. On va choisir un citoyen de notre pays et la Constitution va porter son nom. C'est ce qu'il faut faire. Voilà. Et moi, je ne sais pas, comme le combat commence dans la diaspora, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est plus âgé que le doyen Blaison, mais s'il n'y a personne qui soit âgé que le doyen Blaison, quand on aura adopté la Constitution, il faudrait que la Constitution porte le nom de Jean Blaison, pour deux raisons. D'abord parce que voici un monsieur qui a fait le travail forcé à 7 ans. Ce dont nous jouissons aujourd'hui, là, il a participé à la liberté de ça. Parce qu'il a fait le travail forcé. Il n'a pas fait les études. Il a écrit des livres que moi j'ai lus. Doyen Blaison est le symbole pur que l'école n'est pas la seule voie de démarche et de marche vers l'intellectualité. Il est la preuve vivante. Il est la preuve vivante qu'il y a une différence entre apprendre et découvrir. Lui, il a découvert par lui-même. Et nous autres, les cancres, on a appris à l'école. Et donc moi, je viens vous faire la grande gueule ici parce que On s'est aliéné. On s'est aliéné, voilà. Moi, je viens vous faire la grande gueule ici parce que j'ai fait des études. Mais lui, il a tout découvert par lui-même. C'est pourquoi dans l'éducation d'un enfant, il y a 2 verbes. Le verbe apprendre, on apprend de quelqu'un. Et lui, il peut vous formater selon son désir. C'est pour ça que moi, quand j'étais à l'université, je ne lisais pas les œuvres au programme. Parce que j'avais peur qu'on m'aliène. Je lisais les œuvres hors programme. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis tout à fait à l'aise de critiquer mon propre système parce que je n'ai pas été pris dans ce qu'on appelle le conformisme logique qui fait qu'on a, comme l'a dit le doyen Taillon, on est aliéné comme ça, on est aligné. Et donc aujourd'hui, nous pouvons... Il a 95 ans, bientôt 96,
il est toujours debout. Chaque jour, on s'appelle, on parle, on fait des réunions. Pascal Kokora, 85 ans. Tout le rêve de Pascal Kokora. Moi, j'ai passé 3 semaines avec Pascal Kokora. Et je vous assure que parfois, comme je ne dors pas beaucoup, moi, je me réveille à 4 h du matin pour travailler et je l'entends en bas en train de travailler. Et s'il est en train de travailler sur quoi? Sur la carte de la Côte d'Ivoire pour redistribuer la carte de la Côte d'Ivoire. J'ai dit, mais à 85 ans, à 85 ans, et pendant ce temps, on a des jeunes gens bien valides qui vont danser le coupé-décalé. Ça pose énormément de questions. Et j'aimerais ici... et si la Constitution porte le nom du doyen Blaison, j'aimerais qu'à l'intérieur de la Constitution, les différents articles portent le nom de chaque Ivoirien. Imaginons que le doyen Taillon ou bien maman Reine Pélagie, imaginons qu'elles ont donné un article. Ou bien imaginons que papa Kella, il propose un article. Il propose une idée que nous, on transforme en article. Cette idée-là, cet article va porter son nom. Si notre frère Kella propose une idée, et c'est comme ça que, comme, vous savez ce qu'on dit en Afrique, il faut tout un village pour éduquer un enfant. La Constitution sera notre village et chacun aura son nom. Quand il va mourir, on le remplace par quelqu'un d'autre. C'est pas un problème. Et c'est comme ça qu'on va aller, c'est comme ça que ça nous ressemble. Parce que quand même, nous sommes tous des Africains, des Afro-descendants. On ne peut pas aller prendre ce qui est chez les autres et faire comme si c'était ça qui nous définissait. Et tout ce que nos ancêtres nous ont laissé comme richesse, on laisse tomber. L'arbre à palabre. L'arbre à palabre que tous les Taillons, les Blaisons et les papas qui là ont connu en Afrique, on peut actualiser l'arbre à palabre et en faire une assemblée citoyenne locale. Puisqu'on veut réenchanter le village de Côte d'Ivoire, chaque Ivoirien sera attaché à un village, qu'importe. Il faut qu'on attache un Ivoirien à un village. Le village deviendra une entité politique de base. Et on va donner des droits aussi. Maintenant, dans ces puisque sous l'arbre à palabre, ce qui est beau, il y a une sagesse chez les BT, je ne sais pas si ça existe aussi ailleurs, il faudrait dire, même chez les Gaudiers ça existe, je crois que ça existe aussi chez les trucs, c'est qu'on recherche le consensus. Alors que ce qu'on a pris chez les Européens, c'est la majorité. Donc si la majorité a raison, la majorité écrase la minorité. Or, dans l'arbre à palabre, la recherche du consensus fait que je dois prendre en compte ça. Donc l'arbre à palabre que nous allons actualiser pour en faire une assemblée citoyenne légiférante, c'est là-bas, ça ne sera plus les élections qui vont avoir cours, ça sera la négociation, ça sera la recherche du consensus, le pourparler, là où on surmonte les difficultés, là où on surmonte les malentendus, pour que chacun laisse un peu et gagne un peu. C'est ce qu'on appelle le contrat social. Si on le fait, nous avons réussi le combat. Nous allons nous désaliéner politiquement. Et la désaliénation politique, c'est ça, surtout la véritable liberté. Et donc, donc ce qui devient très intéressant, puisque nous voulons amener les Ivoiriens à adopter le texte, nous avons monté un truc qu'on appelle la codification. Je vais m'arrêter un peu, ça va me prendre 5 à 10 minutes pour vous expliquer ce que c'est que la codification. Alors, on a un Ivoirien qui s'appelle Jacques Gueillot. Dans un avion, il a fait un accident. Et il était le seul survivant. Aujourd'hui, il est couché dans un lit d'hôpital au Canada. Il ne peut pas marcher. C'est récent, là. Ouais. Il peut pas marcher. Il ne peut pas s'asseoir. Mais il travaille avec nous couché. C'est lui qui a inventé la codification pour nous. Il s'appelle Jacques Gueillot, ouais. Et la codification, elle est très intéressante parce que je ne sais pas si j'ai les notes ici. Voilà, voici la codification. J'aimerais vous expliquer pourquoi. Comment ? La question. Oui. Pourquoi la codification est très importante ? Parce que Dramane Ouattara, il a des voyous qu'on appelle les encagoulés, qui enlèvent les Ivoiriens. Et nos frères qui sont sur place, il faut que nous les protégions. Ouais. Et pour les protéger, nous avons Jacques Gueillot, qui est malade, qui est couché sur son lit, nous a inventé. Parce qu'il a travaillé dans d'autres pays où il a codifié des gens. Il a repris le modèle de codification en tant que professeur des universités. Il a repensé ça sur nous en dépit du fait qu'il est couché sur son lit. Et Jacques dit, pour faire la codification, en termes statistiques, il faut tenir compte du pays, de la ville, de la commune, de la sous-préfecture et du village. Donc, par exemple, si vous prenez la Côte d'Ivoire pour codifier, ça sera CI majuscule V minuscule. Si vous prenez la ville d'Abidjan, ça sera grand A, petit V, petit b. Si vous prenez la commune de Port-Bouët, ce sera PB, mais comme Port-Bouët est une commune, il faut mettre C. Donc, et ensuite, vous mettez le genre de la personne.
Et après, vous mettez simplement 9-0. C'est là que ça devient intéressant. Ça veut dire que si on codifie pour une personne qui est née en Côte d'Ivoire, dans la commune de Port-Boué, ça sera CIV, AB, PBC, M si c'est un homme, F si c'est une femme, 9-0, et les deux derniers chiffres des zéros, on les décale. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi c'est comme ça. Maintenant, si on codifie un homme qui est né à Mans, ça sera CIV, MA, M si c'est un homme, F si c'est une femme, le 9-0 et les deux chiffres à la fin. Je vais vous dire ce que signifient les deux chiffres. Maintenant, si vous prenez une bribo, excusez-moi, dans la sous-préfecture de Tia-Salé. Donc, ça sera CIV, Tia-Salé c'est TI. Comme c'est un village, on mettra V. Et comme c'est Mbribro que ça commence, on mettra M. Et ensuite, ça va faire CITVM, les 9-0 et le chiffre qui est là. Et donc, ça veut dire que les personnes qui seront codifiées ne pourront jamais être identifiées. Parce que toutes les codifications, les numéros de code sont générés. On a créé notre site qu'on appelle scientif.com. Donc, quand vous entrez, quand nous on rentre là-bas. Et on génère des codes pour les Ivoiriens. Deux raisons pour avoir la codification. Je reviendrai sur les deux derniers chiffres, c'est très important. La première raison, c'est que quand vous êtes codifié, vous pouvez tout simplement avoir droit à une carte électeur numérique. Parce que nous, on ne va pas toujours être les derniers de la classe. Moi, j'ai fait la conception opérationnelle avec Pascal Kokroa, Jacques Guillot, avec le doyen Bleuson, avec Taillon, avec les femmes, Marie-Paul qui représente les femmes ici. On a fait tous le travail de conception opérationnelle ensemble. Elles m'ont donné les idées. Moi, je ne fais que réunir. Moi, j'écoute les Ivoiriens et je les traduis parce que c'est mon travail en tant que conseil de Pascal Kokroa. Et je suis très content que le doyen Bleuson, Taillon et Pascal Kokroa m'écoutent, vu mon jeune âge. C'est un honneur qu'ils me font. Et moi, mon rôle, c'est d'être au service de ce qu'il dit, du projet que nous portons et de l'expliquer aux Ivoiriens. Et je pense que j'arrive à le faire plus ou moins bien. Et maintenant, ce qui va se passer, attention, ce qui va se passer ici, qui me paraît assez important. Non, j'ai failli renverser le café. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, une fois que j'ai dit ça, ça veut dire quoi, chers amis, mesdames et messieurs? Donc, ça veut dire que nous allons pouvoir faire une carte électeur numérique. Ça veut dire que demain, les Ivoiriens n'auront plus besoin de se rendre dans des bureaux de vote pour voter. Parce que cette codification sera rattachée au numéro du bureau de vote dans lequel il est, et depuis son téléphone portable ou son adresse mail, l'Ivoirien peut voter. Donc le temps où on se déplace pour aller dans des bureaux de vote, quand même, c'est démodé. L'Estonie l'a démontré. Il y a un pays qui l'a fait, c'est l'Estonie. Donc moi, ce que je souhaite aux Ivoiriens, dans les prochaines années, il faut qu'on aille vers ce qu'on appelle des votes numériques. Et ça, c'est absolument révolutionnaire. Mais parce que nous, on attend que les Blancs fassent et puis après, on les imite. Comme si nous, on était fait pour suivre les gens. Donc, il faut aller vers ça. Premièrement, avec la codification, chaque Ivoirien aura une carte électeur numérique. En même temps, avec la codification, on va résoudre un problème. Parce que, comme je travaillais avec les Ivoiriens, vous demandez à des mamans de Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez des cartes d'identité? Ils disent non. La représentante des femmes, Marie-Paul, le disait tout à l'heure. Et quand on leur demande pourquoi vous n'avez pas de carte d'identité, il dit quand on va, on nous demande 5 000. Tous les gens qui seront codifiés, puisque vous avez vu, tout est rattaché à un village et on demande en même temps l'âge dans les demandes de codification, nous, le moment venu, nous, on va leur établir des cartes d'identité gratuites. Et ça, dans le travail de conception opérationnelle, on a mis une équipe technique qui va s'en occuper. Mais vous comprenez que je garde, pour des raisons stratégiques, de ne pas dévoiler tout ça. Voilà, merci beaucoup. Deuxièmement, il y a une chose qui est très importante, et je voudrais soumettre ça aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. Au monde. Toujours. 2 millions de tonnes par an. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire a des cadres, si aujourd'hui les Ivoiriens ont pu étudier en France, c'est grâce aux planteurs. Mais qui souffre le plus en Côte d'Ivoire? Ce sont les planteurs. Et donc, avec la codification, vous avez vu les deux derniers chiffres qui sont là, à la fin. Ça sera la clé du RIB qu'on va donner à des Ivoiriens. C'est-à-dire que ce code-là nous permettra,
de pouvoir faire des cartes d'identité gratuitement pour nos mamans de Côte d'Ivoire qui n'ont pas une carte d'identité. Moi, en France, je n'ai jamais payé d'argent pour avoir une carte d'identité. Donc, il faut que les cartes d'identité soient gratuites pour tout le monde sur le territoire ivoirien, comme avant. Deuxièmement, il faut qu'il y ait... Le président Gbagbo l'a fait. Super. Il a donné la carte d'identité à tout le monde en 2009. C'est payant? C'était gratuit. Le président Gbagbo l'a fait. Ok. En 2009. C'est la deuxième qui est payante. D'accord. Ensuite, On le laisse finir après avoir débattu. Ensuite, la deuxième chose qui est très importante, c'est d'avoir une carte d'électeur numérique pour que désormais, on peut le faire, hein, c'est facile. Hein. Il suffit que les Ivoiriens de la diaspora se mettent avec nous, qu'on discute, qu'on trouve les solutions, qu'on invente la logistique qui va avec. Comme je l'ai dit toujours, tout est une question de logistique. Qu'est-ce qu'on met en place? On le fait. Deuxièmement, avec ça, il faudrait qu'on donne un compte bancaire à nos paysans de Côte d'Ivoire. Et nous allons donner, quand les gens vont recevoir leur codification, à la fin, il y aura 2 chiffres. Ça correspond à la clé du RIB, pour 2 raisons. 1, à partir de 65 ans, les Ivoiriens, notamment nos personnes âgées, les paysans, surtout nos agriculteurs, il faut qu'ils reçoivent ce qu'on appelle un minimum vieillesse. C'est le minimum qu'on puisse faire. Alors vous allez me poser la question, comment on va faire ça? C'est facile, on a eu à réfléchir, ne vous inquiétez pas. Progressivement, on ne va pas tout dévoiler aujourd'hui. Après à la deuxième phase de la planification opérationnelle, on va le faire. Les artistes comme maman de Reine Pélagie qui ont servi la Côte d'Ivoire, c'est pas normal qu'elle se retrouve aujourd'hui en France à travailler alors qu'elle a été artiste de Côte d'Ivoire. Voilà. Et donc les 2 derniers chiffres-là sont très utiles en fait. Deuxièmement, il faut prévoir un revenu minimum. Je termine là. Il faut prévoir un revenu minimum pour tous les Ivoiriens entre 25 et 64 ans. Pourquoi? Pourquoi on a pensé à ça? En 1960, la Côte d'Ivoire, c'est 16 millions d'hectares de forêt. En 2020, la Côte d'Ivoire, c'est 2,7 millions d'hectares de forêt. La Côte d'Ivoire a perdu à peu près 72% de sa forêt. Donc ça veut dire que dans 10 ans, la Côte d'Ivoire sera plus premier producteur mondial de cacao. C'est terminé tout ça. Maintenant, comment on veut faire? Si on prend un jeune homme, on va lui dire, le revenu minimum que tu reçois, c'est en échange. Tu plantes un arbre et tu l'entretiens. Au lieu de mettre des milliards pour faire des campagnes de reboisement, ça, tu ne le feras pas. Parce qu'un droit qu'on te donne, ça t'engage un devoir. Et puis, deuxièmement, pour ne pas que nos jeunes gens, à force, la Chine l'a mis en place, à force d'être sur les réseaux sociaux, à force d'être pris dans le tourbillon de ce qui vient de l'Occident, ils vont oublier nos traditions. Donc, on va demander à chaque jeune homme qui a 25 ans, quand il prend ce minimum-là, de prendre un vieil homme au village, vers qui il se retourne chaque année. Donc par an, il doit consacrer 1 mois à passer avec le vieil homme, un vieillard, un vieux au village pour apprendre et pour se renouer avec la culture, pour qu'on puisse pérenniser nos valeurs ancestrales. C'est très important de le faire. Et ça, nous y avons pensé. C'est pour ça que l'avenir, pour moi, se joue en Côte d'Ivoire. Je pense que les Ivoiriens, vous tenez, à mon humble avis, avec le projet que nous sommes en train de monter, vous tenez l'avenir de l'Afrique occidentale et de l'Afrique de l'Ouest. Beaucoup d'Ivoiriens regardent l'AES, mais je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire avec le doyen Taillon, avec l'ambassadeur Pascal Kokora, avec le doyen, avec nous tous ici, vous qui êtes venus là, c'est ce que nous faisons qui va changer l'Afrique de l'Ouest et pas autre chose. Donc, mesdames et messieurs, je voudrais ici, pour vous laisser le soin de poser des questions, faire ma conclusion. Aujourd'hui, il faut qu'on rentre dans la modernité intellectuelle. Nous, notre problème, ce n'est pas Ouattara. Ouattara n'est rien du tout. Nous avons un problème avec le système intégré france-africain qui, depuis 1960, a plus duré même que la colonisation elle-même. Vous prenez 1960-2026, le système intégré france-africain près de 80 ans. Depuis la loi cadre. La loi cadre, 1958. 1958, merci. Vous voyez? Et Mois de février. exactement. Donc, il faut en finir avec pour qu'on puisse passer à autre chose. Voilà, donc mesdames et messieurs, j'arrive au thème de cette intervention. Je remercie Maman Reine Pélagie, je vous remercie tous. Si vous avez des questions, voilà. Donc je suis journaliste à Afrique 1 TV. D'accord. Et avant de poser ma question, je vais revenir sur les constitutions. Parce qu'on est là pour ça. Donc les constitutions africaines étaient calquées sur la France. Ça, c'est vrai. Et ce sont quasiment les mêmes constitutionnalistes qui ont confectionné les constitutions africaines. Et les constitutions, à l'origine, étaient tirées sur les déclarations universelles des droits de l'homme, mais aussi sur la Bible et le Coran. Parce que si vous lisez ces écrits, vous verrez toutes les composantes des constitutions dedans.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas violer la loi, qu'il faut respecter les textes et qu'il ne faut pas tuer, bon, etc. Mais le problème, c'est-à-dire, moi je ne mets pas en cause les constitutions, elles ne sont pas faites, parce que j'en ai lu beaucoup. Mais les problèmes, c'est le respect de ces constitutions. Parce que quelle que soit la constitution qu'on met en place, qu'elle soit belle ou bien illustrée, si elle n'est pas respectée, elle ne sert à rien. Les gens qui les incarnent, s'ils ne les respectent pas. Donc le drame de l'Afrique aujourd'hui, c'est le non-respect de ces constitutions. Ce sont des gens même qui mettent des constitutions en place et qui ne les respectent même pas. Sinon, aujourd'hui on ne parlera pas de Ouattara, parce qu'une constitution, 5 ans renouvelable une fois, il ne serait pas là s'il l'avait respecté. Et pourtant c'est lui-même qui l'avait mis en place. Et on peut aussi dire des autres pays. Au Sénégal, Macky Sall voulait aussi fouler du pied cette constitution. Heureusement que le peuple était vigilant, ils se sont levés, il y a eu plus de 100 morts. Mais il a reculé. Donc, c'est le respect des constitutions en Afrique. Quelle que soit la constitution qu'on met en place, si elle n'est pas respectée, les gens qui l'incarnent, parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui font vivre cette constitution et qui l'incarnent. Donc si ceux qui incarnent ces constitutions, ils ne les respectent pas, vous imaginez que si Trump était un Africain, est-ce qu'il aurait respecté la constitution américaine? Non, même pas. Il n'aurait même pas. Il va rester aussi au pouvoir à vie. Ça c'est clair, parce qu'il aime le pouvoir et il aime l'exercer de façon extrême. Ce fou-là. Vous voyez? Voilà, c'est-à-dire que le président Mitterrand disait qu'il suffit qu'un fou arrive au pouvoir, il fout tout en l'air la Constitution, c'est-à-dire qu'il ne la respecte même pas. Okay. Parce que c'est la personne qui incarne cette Constitution. Donc moi, la question que je voulais vous poser pour la mise en place de cette Constitution populaire, qui est quand même très bien sur le papier, comme vous l'avez si bien expliqué, et qui doit porter le nom des gens et qui émane du peuple. Voilà. Très bonne chose. Mais comment la faire vivre, et puis aussi les gens qui vont l'incarner, comment mettre des garde-fous pour qu'ils la respectent. Voilà. Je crois que le gros problème, c'est ça. Le texte, ça c'est le texte. Ce qui est écrit, c'est toujours bien écrit, mais si ce n'est pas respecté, ça ne sert à rien. D'accord, je vais vous répondre. Je peux répondre. Je réponds rapidement avant qu'on ne peut pas oublier. Alors, merci beaucoup. C'est une très belle question. Alors, bon, moi j'ai eu la chance, quand je faisais mes études, j'ai lu Machiavel. Et j'ai une conception très machiavélienne du monde. Les hommes, ils font les choses pour deux raisons. Soit parce qu'ils ont intérêt, ou soit parce qu'ils sont contraints. Vous avez dit que le problème, c'est parce que les gens ne respectent pas. Mais qu'est-ce qui peut contraindre Ouattara à respecter la loi? Rien. Parce que la Constitution, l'ayant fait toute puissante, il n'y a aucune chose qui le contraint à respecter. Or, dans la nouvelle Constitution qu'on a initiée, le peuple qui est souverain va s'auto-constituer et il devient le pouvoir contraignant. D'où l'idée de remettre le pouvoir de révocation de l'élu dans la Constitution. Si le peuple a le pouvoir de révocation de l'élu, ça devient très facile. Donc, la Constitution actuelle de la France que nous avons calquée, indépendamment du fait qu'elle a été montée de façon illégitime par le général de Gaulle et que les autres ont repris de façon illégitime ça, la question qui se pose aujourd'hui, c'est de faire une constitution légitime qui émane du peuple, qui émane des aspirations du peuple et qui constitue ce qu'on appelle un projet participatif. C'est très important. Maintenant, je vais répondre au deuxième volet de sa question. Comment on fait pour que cette constitution-là puisse vivre? Cette constitution que nous avons. Malheureusement, j'avais prévu le projeter. Voilà le schéma que nous avions. Malheureusement, on n'a pas de truc. En juin. Voilà, en juin, quand on se retrouvera en juin et qu'on va faire, on va revenir là-dessus, je promets. Ici, nous avons pensé à une constitution qui partira du... Donc, on a pensé à deux choses. Ce qu'on appelle ici l'exécutif, l'exécution, et ce qu'on appelle la légifération. Qui va décider et qui va légiférer? Donc, au lieu de partir du sommet vers le bas, on va partir du bas vers le sommet.
De sorte que, on commencera par le citoyen. Donc la source du droit deviendra le citoyen, et non le président de la République, et non des autorités, et non les assemblées constituantes, ou non les lois qui décident des individus qui font le droit. Donc on fait ça. Et ni les députés. Donc à partir du moment où le citoyen, parce que vous regardez bien, en France, le peuple français n'est pas source du droit. Vous prenez les décrets, c'est le président ou le PM. Les arrêtés, c'est les préfets, c'est les mairies. À aucun moment en France, la source du droit émane d'un citoyen. Il faut corriger ça parce que c'est complètement mauvais. C'est ce qu'on appelle le système représentatif. C'est ce qu'on a adopté au lendemain de la Révolution française avec Joseph-Emmanuel Sieyès. C'est ce qu'on a repris bêtement chez nous. Bon, donc il faut que le citoyen soit. Ensuite, après le citoyen, il faut venir au village. Parce que quand même, nous avons des sagesses au village. Donc il faut réenchanter le village. C'est pour ça que moi, je suis pour la suppression des communes, pour transformer les villages. Et c'est pourquoi aussi, il faut une vraie planification pour ne pas qu'on crée des villages tout et n'importe comment. En Côte d'Ivoire, vous pouvez trouver dans le milieu des forêts des campements. Il faut un contrôle de l'espace pour ne pas qu'on crée les campements tout et n'importe comment. Et ensuite de suite, on monte maintenant jusqu'au président de la République. Donc vous voyez que la source du pouvoir va remonter. Le jour qu'on aura une projection, je pourrai vous le montrer. À partir du moment où la démocratie étant un régime auto-instituant, c'est le peuple lui-même qui va contraindre. Et pour cela, vous savez plus le cas du Sénégal. Moi, j'étais de passage au Sénégal quand le peuple sénégalais est descendu dans la rue pour que Macky Sall arrive au pouvoir. C'était en 2015. Je rappelle à mes amis sénégalais, il faut une révision constitutionnelle, une réécriture de constitution pour faire entrer le peuple dans la Constitution pour que demain, si on a un aventurier qui veut rester au pouvoir, que le peuple ne meure pas. Parce qu'à chaque fois qu'on veut changer de régime en Afrique, soit c'est un coup d'État, soit c'est des marches qui consacrent la mort. Il faut finir avec ça en donnant des leviers constitutionnels au peuple. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Et voilà. Moi, je dis merci à l'exposant, M. Boumar. Merci pour le savant exposé que nous venons d'écouter. C'est juste ça. C'est par rapport à la carte d'identité que nous n'avons pas, que nos parents n'ont pas en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dû vous interrompre. Quand vous parliez de la gratuité de la carte d'identité, le président Gbagbo l'a fait. En 2009, il a donné la carte d'identité à tous les citoyens ivoiriens gratuitement. Moi, j'ai encore cette carte d'identité, elle n'est plus valable. Parce que ceux qui sont venus après, par rapport à leur projet de grand remplacement, ils ne veulent pas donner de carte d'identité aux Ivoiriens. Merci. C'est Ouattara et son régime qui ne veulent pas donner de carte d'identité aux Ivoiriens. Donc, ils le font cher, 5 000, mais même quand on paye, même ceux qui ont payé, ils n'ont pas ça. Ouais. Il y en a qui ont payé depuis des années, mais c'est selon le plan. Prendre la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. C'est ça. Arracher la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. C'est pour ça que Ouattara ne veut pas que les Ivoiriens aient une carte d'identité. C'est tout. Le projet, tel que Marie-Paul le dit, c'est ça qu'il faut faire. Dans un premier temps, il faut que tous les Ivoiriens aient leur carte d'identité, mais de façon gratuite. C'est juste ce que je voulais faire remarquer. Voilà, merci. Alors, rapidement, je vais commenter. Ouais, de toute façon, je vais commenter. Vous avez tout à fait raison. Je vous remercie d'avoir soulevé la question. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous soulevez là, parce que nous, ce qu'on veut faire, la stratégie que nous avons adoptée, parce que moi, quand j'étais jeune étudiant, permettez-moi cette confidence, je partais à Saint-Cyr, là où on forme les soldats. Parce que j'aime beaucoup la guerre. Et à la guerre, il y a une stratégie, il y a un mouvement de guerre qu'on appelle de mission command, c'est-à-dire le commandement par objectif. C'est ce qu'on applique. Et dans ce commandement par objectif, la carte d'identité est fondamentale dans ce moment-là. Ensuite, la carte électeur, c'est fondamental. Mais aussi des droits nouveaux qu'il faut donner aux Ivoiriens. Pas seulement des droits nouveaux. En Côte d'Ivoire, il pleut 9 mois sur 12. Parce que je vais rebondir sur ça. Parce qu'au-delà de la carte d'identité, il y a des choses qui sont très importantes. La carte d'identité, c'est le domaine de définition d'un homme. Donc on ne va pas tarder là-dessus. Ce qui relève de l'élémentaire. Nous, ce qu'on veut, ce n'est pas l'élémentaire. On veut plus. Les Ivoiriens auront des cartes d'identité, je vous le promets, parce que la conception opérationnelle que nous avons mise en place, ça va réparer ce connerie de M. Ouattara. Voilà. Mais la Côte d'Ivoire, il pleut 9 mois sur 12. Il y a 500 km d'eau de mer. Et les Ivoiriens payent l'eau. À quel moment nous sommes devenus cons ?
En Arménie, moi j'ai travaillé en Arménie avant de venir me consacrer à la Côte d'Ivoire. L'eau est gratuite, vous buvez l'eau dans les rues. Et moi je suppose que notre dignité à nous, là où nous avons fauté tous, que même en Guyane, il pleut 9 mois sur 12, en Guyane on paye l'eau. En Côte d'Ivoire, il pleut abondamment, on paye l'eau. Ce que je propose, c'est de mettre en place, et Pascal Kokora a trouvé une idée, à partir de ce qu'on appelle le canari Kokora. C'est comme ça que moi je l'appelle, c'est un canari. Je garde ça, je dis ça, personne ne sait rien. C'est une logistique qu'on a mise en place. Il y a un canari qu'on va mettre en place. Et à partir de ce canari-là, avec les Ivoiriens avec lesquels j'ai discuté aux États-Unis, avec les gens que nous rencontrons, nous allons faire en sorte que l'eau soit gratuite en Côte d'Ivoire. On a 500 km de mer, on a 5 fleuves, je crois, en Côte d'Ivoire. 5 fleuves, il pleut 9 mois sur 12. Mais à quel moment, nous, on a été cons? Donc il faut que nos parents de Côte d'Ivoire ne payent plus l'eau. Donc la carte d'identité fait partie. Mais autre chose qui m'intéresse, je vais ajouter ce que vous dites, en plus de la carte d'identité et de l'eau gratuite, on a vu des Ivoiriens qui ont dormi dans des cimetières. Parce qu'il n'y a pas de politique de logements sociaux. Et ça, il y a quelque chose que nous, on appelle, dans notre jargon militaire, je vais le donner, on appelle ça le miel. Ce miel-là, il faut le récupérer. Il faut le mettre dans le canari. Et à partir de là, on va faire en sorte que tous les Ivoiriens, vous savez, il y a une sagesse baoulée qui dit on ne vend pas l'or. Les Blancs vont chez nous, mais c'est là où nous sommes un peu cancres, nous les Noirs. C'est pas méchant, hein? Les Blancs vont chez nous, ils achètent l'or pour venir stocker dans leur banque pour donner de la valeur à leur monnaie. Et nous, on vend l'or alors qu'on a besoin de l'or pour donner de la valeur à nos monnaies. Pourquoi? À quel moment on est con? Mais c'est parce qu'on est idiot. Ben oui, c'est la question qui se pose. Donc, moi, il y a une sagesse baoulée qui dit, et là, sur ce côté, les baoulés sont géniaux. Il dit l'or ne se vend pas. Il faudrait que dans la nouvelle constitution, on mette que l'or, le diamant de Côte d'Ivoire ne se vend pas. Ceux qui veulent jouir de l'or, ils doivent le jouir comme on jouit de l'usufruit. Il y a 2 choses qui ne doivent plus se vendre en Côte d'Ivoire. L'or, le diamant et la terre. Franchement. Donc il faut repenser le code foncier. Et il faut aussi repenser le code forestier. D'où le reboisement dont nous sommes en train de parler avec un Ivoirien, un arbre. En échange, vous avez un compte bancaire. Vous savez, tout à l'heure, j'ai demandé aux Ivoiriens, et j'espère que tous les papas de Côte d'Ivoire et toutes les mamans de Côte d'Ivoire vont m'entendre, de réécrire une constitution. Reprenez le préambule de la constitution ivoirienne. Il est marqué que la Côte d'Ivoire est multiraciale. Reprenez le préambule de la constitution ivoirienne. On dit que la Côte d'Ivoire est une république multi-ethnique, multiraciale. Moi, je me suis arrêté sur le mot multiracial. Depuis quand il y a plusieurs races en Côte d'Ivoire? Depuis quand on a combien de races en Côte d'Ivoire? On n'a qu'une seule race en Côte d'Ivoire. Ça existe dans la nouvelle constitution? Oui, dans la constitution de... Oui, la Côte d'Ivoire est multiraciale. C'est dans la constitution ivoirienne. Je l'ai soulevé dans un live. Donc, c'est pour ça qu'il faut réécrire une nouvelle constitution. Oui, c'est dans la constitution actuelle. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, je voudrais d'abord avant tout remercier le doyen Blaison qui avait voulu qu'on ait cette réunion pour que je puisse expliquer l'idée qui, au fond, guide l'action que nous sommes en train de mener, celui d'introduire la modernité politique en Afrique et de rompre avec les habitudes importées, les habitudes politiques importées qu'on a importées hors du continent. Donc il était important pour nous de revenir sur ça et pour changer les habitudes, il faut rompre. Et la rupture passe par le modèle politique et par justement la capacité que nous avons de réinventer un modèle politique fondé sur une nouvelle constitution où, à partir du peuple ivoirien, on va donner de la légitimité aux citoyens, on va donner des droits nouveaux aux citoyens, on va faire en sorte que le citoyen décide, légifère aussi, il participe. Comme nous n'avons pas été habitués à ça, il était important pour nous d'expliquer aux Ivoiriens comment il est possible de les accompagner pour devenir un peuple responsable et profondément démocratique. Et donc le processus est enclenché, je pense qu'on est en quelque chose, avec les Ivoiriens, va se passer quelque chose qu'on appelle la révolution, et il faut mettre une révolution en place aujourd'hui. La situation, le moment historique fait qu'on a besoin forcément d'une révolution, et à partir de cette révolution, on va tout changer. Donc nous avons pensé à la logistique pour pouvoir penser à tout ça, pour ne pas que des gens volent la révolution du peuple ivoirien, comme les militaires ont volé la révolution du peuple Burkina Faso, ou comme les Français au CIS ont volé la révolution du peuple français en montant sur le peuple français. Il était important maintenant que nous pensions à la modernité politique, à ce que les Ivoiriens eux-mêmes aient réécrit une constitution à partir de ce qu'on appelle le référendum par consultation. Ça, c'est possible de le faire, et c'est ce que nous avons avec Pascal Kokora, avec Jean Blaison, qui a donné la bonne philosophie. Pascal Kokora et Jean Blaison, il a dit les Ivoiriens dans la locomotive, les politiques dans les wagons. Ça, pour moi, c'est la clé pour repenser cette nouvelle révolution qui partira de la base. Je vous remercie.